Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 47. Et ici nous allons attaquer un exercice que j'ai laissé de côté lors du dernier pêle-mêle. Et l'exercice est le suivant, nous allons montrer que cet ensemble-là, qui est l'adhérence de l'ensemble des points d'un graphe d'une fonction, ici la fonction sinus de 1 sur x, est un ensemble connexe qui n'est pas connexe par arc dans R2. Donc ça paraît un peu contre-intuitif et ça fait partie des exemples importants qu'il faut avoir en tête en classe préparatoire, donc notamment en deuxième année quand on apprend des choses sur la topologie. Ça paraît contre-intuitif, mais en effet, c'est vrai qu'il est possible d'avoir un ensemble connexe sans pour autant qu'il soit connexe par arc. Le contraire est faux, je peux avoir si j'ai un ensemble connexe par arc, alors il sera automatiquement connexe. Ça par contre, ce truc-là est vrai. Mais un ensemble connexe n'est pas nécessairement connexe par arc, et c'est ce que nous allons voir à travers cet exemple. Donc avant de lancer l'exercice, j'aimerais juste faire un rappel de définition, et donc rappeler ce que ça veut dire connexe, et ce que ça veut dire connexe par arc, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Alors certes, la définition de connexe ne va pas être, je pense, la définition que vous voyez en classe prépa, mais c'est une traduction possible de cette définition. Donc je vais la poser maintenant. Définition. On a U un espace topologique où X est un espace topologique, peu importe, on peut imaginer que U est un ensemble dans l'espace topologique ambiant. Donc quand je parle de espace topologique, je veux bien dire un ensemble dont on sait quels sont les ouverts dans cet ensemble. D'accord? Donc quand on parle d'espace topologique, pour ceux qui ont un petit doute là-dessus, c'est qu'on parle d'un ensemble muni, ou peut-être un espace vectoriel, ça peut être autre chose, mais un ensemble muni de ses ouverts. Donc c'est-à-dire on connaît les ouverts de l'ensemble. Ok? Donc U est connexe, maintenant qu'on a ça en tête, U est connexe, si et seulement si, et là je vais donner une des nombreuses équivalences qu'on pourrait écrire pour décrire la connexité, je vais dire la suivante, toute application continue, application F qui va aller de U vers l'ensemble discret 0, 1, et l'ensemble discret 0,1, je vais le munir de ce qu'on appelle la topologie discrète. C'est quoi la topologie discrète? C'est juste dire que toutes les parties de l'ensemble sont des ouverts. Donc ça veut dire le vide est un ouvert, la partie 0 est un ouvert, la partie 1 est un ouvert, et la partie qui rassemble tout le monde est un ouvert. Et par conséquent, tous les éléments sont des ouverts fermés. Donc ils sont à la fois ouverts et fermés. Ça se voit assez rapidement puisque une partie peut s'écrire comme le complémentaire d'une autre partie. Donc voilà, partant de ce fait, donc je prends la topologie discrète sur cet ensemble, et la topologie discrète sur un ensemble discret, ça se définit toujours de cette manière-là. On peut considérer cette chose comme... donc au moins pour les ensembles finis, ça c'est vrai. Pour les ensembles peut-être dénombrables, je crois que ça doit être vrai également. À voir pour le cas général d'un ensemble discret, mais ouais, je pense que voilà, c'est une topologie qui peut s'appliquer dans beaucoup de cas, bon là notamment dans un ensemble à cardinalité finie. Donc, toute application continue qui va de F munie de sa structure topologique de base, donc soit venant de l'espace ambiant X dans lequel serait plongé U, ou venant de U lui-même. Donc, structure topologique de U va être envoyée via une fonction continue vers cette structure topologique avec cet ensemble-là 0, 1. Et ce que je vais demander à ces applications continues, c'est qu'elles soient constantes. Donc, soit toujours égale à 1, soit toujours égal à 0. Ok, c'est pas forcément la définition qu'on voit en prépa, la définition qu'on verrait peut-être en prépa, c'est de dire que si U s'écrit comme union disjointe de deux ouverts, et ça veut dire que l'un des deux doit être vide. L'un des deux ensembles doit être vide, et l'autre contient tout le monde. Donc ça peut être une façon de dire. Donc si U il n'y a pas moyen d'écrire U comme une union de deux ouverts disjoints, ou alors il n'y a pas moyen non plus d'écrire U comme deux fermés disjoints. Bref, en tout cas, l'idée c'est d'essayer de dire que en fait, U ne peut pas s'écrire comme une union de deux ensembles disjoints. Et ce que je viens de dire, c'est en fait assez équivalent à la notion de connexité. D'accord? Donc il y a équivalence entre ça, entre cette histoire de réunion ouvert-fermée, etc., etc. Il y a plusieurs façons d'interpréter la connexité, mais là je vous en propose une qui va être assez utile dans la résolution que je vais vous proposer.
Un autre truc donc, que j'aimerais rappeler, c'est la définition de connexe par arc. U est connexe par arc. Si et seulement si, pour tout x et y dans l'ensemble U, il existe une fonction gamma qui va aller de l'intervalle 0 à 1 munie de la topologie usuelle pour R, les boréliens par exemple. Donc les topologies usuelles ici, ça veut dire que les ouverts, c'est vraiment les ouverts les intervalles ouverts que vous connaissez bien. En gros, c'est dire ça. Il y a un peu plus que ça, mais en gros, c'est ça. Donc, ça vers l'espace U. Donc, continue. Tel que gamma de 0, c'est x, et gamma de 1, c'est y. Voilà. Donc là, bon, on voit très bien de quoi il en retourne. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un ensemble. Donc là, l'idée, c'est que sur cet ensemble-là, la fonction ne peut pas valoir autre chose que donc, soit totalement 0, soit totalement 1. Et donc ça sous-entend en effet qu'il n'est pas possible de découper cet ensemble en deux parties disjointes. Parce que si c'était possible, je pourrais écrire 1 d'un côté, 0 de l'autre. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et ici, connexité par arc, bah là on peut vraiment le dessiner. Hein, donc c'est vraiment, donc si j'ai un ensemble comme ça, U, et que je prends deux points ici, eh bien il y a moyen de faire un chemin continu. Donc c'est ça ce qu'on appelle un chemin, ça serait gamma, qui va d'un point X vers un point Y. Voilà. Et ce chemin est complètement inclus dans l'ensemble U. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit directement à valeur dans U. Je pourrais dire à valeur dans l'espace ambiant, donc l'espace topologique ambiant qui serait X, mais en demandant à ce que gamma de T soit toujours dans U. Voilà, je pourrais l'écrire comme ça aussi, c'est pas interdit non plus. Donc voilà, maintenant que je vous ai rappelé ces définitions, bah, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de démontrer par vous-même que cet ensemble-là est bien un ensemble qui est d'une part connexe et d'autre part qui n'est pas connexe par arc. Ok, bon, j'espère que vous avez essayé de faire de votre mieux. Alors j'efface les définitions. Bon, c'est vrai que cette définition-là, je n'étais pas obligé de l'effacer. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez essayé. On va partir maintenant pour la résolution. Ou en tout cas, une résolution. Bon, déjà, je vais commencer par montrer que A est connexe. Et on peut montrer que A est connexe via des arguments vraiment très simples. Premier argument, c'est que si je travaille avec juste l'ensemble, donc le premier point, c'est si je regarde juste l'ensemble des éléments du graphe, donc ça, avec x dans R plus étoile, et bien ça, je me rends compte que c'est en fait l'image par une fonction continue que je vais appeler h de R plus étoile. Donc avec h qui à x associe le couple x sinus 1 sur x qui est clairement une fonction continue. Hop. Notamment sur R plus étoile. D'accord ? Donc bon quand j'ai un ensemble qui se trouve être l'image par une fonction continue d'un ensemble qui est connexe, alors ça veut dire que l'ensemble que j'ai ici est connexe. Et donc là maintenant j'aimerais passer à l'adhérence. Et bien il se trouve que si j'ai un ensemble connexe, et bien son adhérence est également connexe. Et connexe. Ce qui permet de conclure que A est connexe. Alors vous pouvez peut-être ne pas être convaincu par cette phrase, parce que bon, c'est vrai qu'en topologie, dès qu'on commence à faire des petites opérations, des unions, des adhérences et tout ça, il y a des structures qui se perdent. Bon je vais vous convaincre que ce truc-là est vrai, et voire même je vous invite, avant que je l'écrive, d'essayer de démontrer cette chose. Donc essayez de démontrer que l'adhérence d'un ensemble connexe est connexe. C'est un petit exercice
qui paye pas de mine, hein. Je pense qu'il est intéressant cet exo. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire une petite pause pour vous y essayer. Ok, alors, j'espère que vous avez essayé. On est parti. Je vais donc montrer que l'adhérence d'un ensemble connexe est connexe. Alors partons du fait que U est connexe. Et montrons que U bar est connexe. Alors pour cela, je vais prendre une fonction. Donc je vais prendre la définition que j'avais notée tantôt ici. Je vais prendre la définition ici et je vais prendre f, une fonction qui va de U bar vers, donc U bar j'ai dit, U bar vers l'ensemble 0, 1 avec la topologie discrète. D'accord, et je vais la supposer continue. Et le but du jeu, c'est d'essayer de montrer que la fonction qui est ici est une fonction constante. Bon. Alors je sais déjà, hein, étant donné que la fonction est continue sur U bar, je sais déjà par juste restriction que la fonction est continue sur U. D'accord? Donc ça implique que f est continue sur U. Et comme elle est continue sur U, elle est constante sur U. Parce qu'on sait déjà que U est connexe. Bon là, je peux faire un choix, alors je vais supposer que tous les éléments de U sont envoyés vers 1. Donc supposons sans perte de généralité. J'aurais pu supposer que tout le monde vaut 0, ça change absolument rien. Donc supposons par généralité, enfin sans perte de généralité, que f de U est envoyé par exemple vers 1. Ok? Alors bon là, la question qui se pose, c'est si je prends un élément dans l'adhérence, un élément qui est plus précisément sur la frontière, donc quelque chose qui est sur l'adhérence, mais pas dans U, est-ce que son image devra être différente, enfin peut être différente que l'image de n'importe quel élément dans l'ensemble U? Donc je vais faire une supposition par l'absurde. Donc supposons, une preuve par l'absurde en fait. Donc supposons qu'il existe X dans la frontière de U, donc U bar moins U, tel que f de X est égal à 0. Donc là, c'est ça que ça veut dire, hein, dire que ça serait peut-être pas connexe, ça serait de dire qu'il y aurait un élément qui serait envoyé vers 0, tandis que tous les autres dans l'ensemble U, c'est envoyé vers 1. D'accord? Alors je peux m'intéresser à l'image réciproque de 0 par la fonction f. Et comme je sais que je travaille avec la topologie discrète ici, donc c'est là où ça a son importance, le fait de considérer l'ensemble 0, 1 avec la topologie discrète. Donc, si je considère cet ensemble-là avec sa topologie discrète et que je prends juste le singleton 0, le singleton 0 est un ouvert de 0, 1. Donc ça veut dire que f-1, donc l'image réciproque d'un ouvert, par une fonction continue, est un ouvert. Bon, j'applique ça. Ainsi, f-1 du singleton 0 est un ouvert non vide d'ailleurs, puisque je sais que x est dedans. Donc, est un ouvert non vide. Non vide. Donc c'est un ouvert non vide de... Alors, je réfléchis 2 secondes. Donc c'est un ouvert non vide de... de U quoi. Enfin de... Pas de... Ouais, de U bar ou de l'espace ambiant. Peut-être de l'espace ambiant, je vais le mettre comme ça. J'aurais pu mettre X, donc U est inclus, j'aurais pu peut-être dire que U connexe qui est inclus dans un espace topologique X, et du coup c'est dans l'espace ambiant, donc dans l'espace X. Voilà, je pourrais dire ça. Ok. Donc je sais que f-1 de 0, ça serait un truc là-dedans. Bon, pourquoi pas. Et donc notamment par rapport à U bar, hein, parce que bon c'est vrai que je pourrais juste dire dans l'espace U bar. Peut-être que c'est plus simple de dire juste que c'est dans U bar, on va pas se casser la tête tout ça. Donc je vais prendre un truc dans U bar, hein, c'est tout à fait vrai, parce que je définis la fonction de U bar vers 0, 1, je la définis pas sur X, donc je peux juste dire que c'est un ouvert de U bar. Pas un problème. Ok, donc c'est un ouvert de U bar, d'accord. Bon. Et maintenant que je sais donc c'est un ouvert non vide de U bar, donc comme c'est un ouvert non vide, il contient un ouvert. Un ouvert pour la topologie de U bar ou de X, comme vous voulez. Alors,
f-1 de 0 contient un ouvert. Ouais, alors je sais pas comment, peut-être que je pourrais le dire autrement. Je vais peut-être le dire autrement. Je vais juste dire que x admet un voisinage, hein, par cette propriété-là, le fait qu'il y a un ouvert, donné par l'image réciproque de 0. Je vais juste dire que x admet donc un voisinage dans lequel tous les éléments sont nuls. Alors, x admet un voisinage qu'on va appeler V, tel que, donc un voisinage ouvert, hein, ouvert, donc tel que, eh bien, pour tout y non V, f de y vaut 0. Or, étant donné que x est dans l'adhérence de U, l'intersection entre un ouvert autour de x et U, il est non vide. Or, V inter U est non vide. Bon, bah on a là notre contradiction, parce que d'un côté, ça voudrait dire que l'élément qui est là-dedans doit être envoyé vers 0, par la construction que je viens de faire, et d'un autre côté, par le fait que U est connexe, et qu'on a posé que tous les éléments qui étaient dans U sont envoyés vers 1, donc ça veut dire que si je prends un élément là-dedans, il doit être envoyé vers 1. J'ai une ambiguïté sur le fait de l'envoyer vers 0 ou de l'envoyer vers 1. On a donc une contradiction. Ce qui veut dire que pour n'importe quelle, donc la supposition qui a été contredite est celle-ci, ça veut dire que n'importe quel x dans la frontière est envoyé vers 1 par la fonction f. Donc c'est gagné, n'importe quelle fonction continue de u bar vers 0,1 à 0,1 avec la topologie discrète est une fonction constante. Voilà. Donc c'était un joli exercice, c'est pour ça que je voulais le proposer. Donc voilà, ça met en avant que l'adhérence d'un ensemble connexe est connexe. Après, on pourrait s'amuser à calculer l'adhérence exacte de cet ensemble là-bas. Ça peut avoir son intérêt. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop faire de calcul là-dessus, dans ce sens. Donc c'est pas très grave, mais je pourrais le faire. Il y a 2-3 trucs que je pourrais faire. Mais bon, je pense que je vais vous proposer une résolution qui évite de le faire. C'est un choix, j'aurais pu faire autrement. Bon voilà, donc en tout cas, je viens de vous démontrer donc assez proprement que A est connexe. Maintenant, montrons que A n'est pas connexe par arc. Hop. Donc, montrons que A... Bon, je vais peut-être finalement calculer l'adhérence là. Avec le recul, je me dis peut-être que ça peut être bien de définir vraiment ce qu'on entend par A. Parce que c'est l'adhérence, je pense que finalement ça peut être une bonne idée. Non, bon. Donc montrons que A n'est pas connexe par arc. Ok. Alors pour montrer que c'est pas connexe par arc, donc là ouais, en y réfléchissant, je me dis que ça serait peut-être bien de le calculer quand même. Donc pour le calculer, c'est pas. Enfin, on peut montrer. Donc, alors, on peut faire un dessin déjà pour se rendre compte de ce qui se passe. Un dessin que j'avais fait la fois dernière. Je ne suis pas très bien calé, mais c'est pas grave. Donc, alors je vais essayer d'utiliser des craies à bon escient. Donc, et puis de façon à ce que les couleurs soient visibles pour vous. Donc je l'aplatis comme ça. Là, donc là ce que je viens de représenter c'est -1 et 1. Et donc la courbe, elle va faire quelque chose de... Donc pareil, je vais le dessiner d'une certaine manière avec un trait assez gros pour que vous puissiez distinguer les couleurs. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Là je suis un peu trop raide. Peut-être faire un tout petit peu mieux. Je suis un peu moins raide. Voilà. Et puis plus on va s'approcher, plus les zigzags vont se faire étroits. Bon voilà.
etc. Ok, donc là, ce que je viens de dessiner, c'est le graphe de la fonction. Donc c'est le graphe de la fonction qui a x associe sinus de 1 sur x. Ok, ça c'est le graphe que je viens de dessiner. Et en fait, bah, on peut démontrer, hein, parce que là, vous remarquez que les zigzags vont être de plus en plus forts. Bah, vous pouvez montrer en fait que l'adhérence, ça va être tous les éléments du graphe, plus tous les éléments du segment qui est ici en vert, là, que j'essaie de représenter en vert. Okay. Donc tous les éléments qui sont là. Donc bah, on peut démontrer ça, hein, donc montrons que, A est en fait égal à, donc d'une part le graphe, et d'autre part, eh bien, tous les points qui sont ici, donc c'est des points qui s'écrivent, le x vaut 0, et le y c'est l'intervalle moins 1, 1. On peut essayer de démontrer ça, je pense que c'est pas mal à faire. Hop. Hop. Ok, alors bah, essayons de démontrer ça. Donc, bon, c'est déjà assez clair que ce truc-là est inclus dans A par question d'adhérence. Ok, donc ce truc-là, donc le truc entre accolades est inclus dans A. Ça, c'est assez clair par adhérence. Hein, donc on sait que n'importe quel ensemble est inclus dans son adhérence. Et puis maintenant, bah, la question c'est pour ces éléments-là. Donc si je prends 0, y, avec y dans avec y dans moins 1, 1. Bon bah je sais que pour un y compris entre moins 1, 1, donc là l'idée c'est d'écrire que ce 0y ça doit être une suite d'éléments qui sont sur le graphe et qui tendent vers ce truc là 0, 1. Donc ça veut dire qu'il faudrait choisir faudrait construire une suite de points tels que l'abscisse tend vers 0 et l'ordonnée, peut-être de préférence, l'ordonnée est constante. Ok? Donc bah, là, on sait par exemple, donc comme y est entre moins 1 et 1, on sait qu'il existe, je sais pas, genre θ, donc θ dans R, peu importe. Après, je suis pas obligé de prendre dans R, je pourrais juste travailler dans le sous-ensemble qui m'intéresse. Donc peut-être entre 0, faut que je fasse attention, donc entre 0 et 2π par exemple. Et puis 0 non pris. Peut-être de préférence, j'en sais rien. Peut-être de préférence 0 non pris, ça serait bien. Donc je sais qu'il existe θ dans 0, 2π, tel que eh bien sinus de θ est égal à y. Et puis si j'y réfléchis bien, je peux écrire sinus de θ autrement. Je me rends compte que pour tout n entier naturel, sinus de 2nπ θ plus θ, pardon, c'est égal aussi à y. Et puis en modifiant encore un petit peu cette écriture de façon à avoir du sinus de 1 sur quelque chose, je peux me rendre compte qu'en fait, bah, c'est la même chose que sinus de 1 sur 2nπ plus θ. Donc ce truc-là, je vais s'écrire comme ça. Et si je peux l'écrire comme ça, bah, du coup la suite de points devient assez évidente à prendre. Ce que je vais prendre, c'est la suite de points donnée par donc 1 sur 2nπ plus θ avec juste y, ou sinus de ce qu'il faut, d'accord? Donc si je prends cet ensemble de points, c'est des éléments qui sont tous dans le graphe. Ok? Et bah, leur limite maintenant, donc si je prends une limite, donc si je regarde la limite, donc si je prends la limite quand n tend vers l'infini, ça va bien être 0, 0. Ça, c'est égal à 0y. Donc ça veut dire que ce truc-là appartient bien à l'adhérence. Vous voyez, donc là, la petite astuce, c'était de penser à jouer avec cette écriture-là pour conclure. Donc voilà, alors tout ça me permet de dire que tout ce truc-là est inclus dans A.
Maintenant la question c'est est-ce que l'inclusion est en fait une égalité? Et la réponse est oui, c'est une égalité. Hop. Pourquoi? Bah parce que si je prends un élément qui est en dehors du graphe, déjà si je prends un point qui est en dehors du graphe et qui est en dehors de tout ça, donc en prenant un point, alors je peux commencer par les points qui ont un abscisse différent de 0. Donc si je prends un point T, ou je sais pas, Z, je peux peut-être, je sais pas, je vais dire Z, ZT, voilà. Donc si je prends un point ZT qui n'appartient pas au graphe, et tel que Z est différent de 0, et Z différent de 0, il est assez évident, donc là si je vais faire un petit dessin, il est assez évident de noter que bah, si je prends Z, par exemple ici, bah, je peux créer une petite boule ouverte autour de Z, que j'essaie de faire en rouge, je ne sais pas si ça sera très visible, mais je peux créer une petite boule ouverte autour de Z, telle que cette boule ouverte n'intersecte pas A. Je pense que c'est assez clair, hein. Mieux vaut faire un dessin plutôt que de dire 36 000 choses. Donc voilà globalement ce qui se passe si Z est différent de 0. Et puis si Z est égal à 0, l'abscisse je vais le considérer différent de moins 1 et de 1. Et dans ce cas-là, pareil, je peux construire une boule ouverte autour. Donc voilà. Je pense finalement je peux le faire juste avec un dessin, c'est amplement suffisant. Peut-être pas faire des phrases. Mais bon. Ça peut se retraduire en termes de phrases. Je pense que dans les corrections qu'on voit le plus souvent, c'est pas souvent écrit en termes de phrases. Je pense que c'est très souvent expliqué en termes de dessin. Je pense qu'un dessin, c'est quand même amplement suffisant ici pour expliquer ce qui se passe. Donc voilà, donc moi je vais me satisfaire de ce dessin, ça me va très bien. Ça me va très bien. Donc voilà, ok, alors... Et peu importe où se trouve le Z, hein, bien sûr, à cause des zigzags, on peut toujours construire une boule ouverte. Si vous vous posez la question, si le Z était quand même plus proche de cette barre verte, on pourrait avoir encore des problèmes. Bon, très bien. Alors maintenant, je vais en venir directement au fait. Donc bon, là j'ai fait carrément le calcul de A, mais je pense que j'ai pas forcément, à mon avis, bon là je l'ai fait parce que je me dis, bon, ça dessert bien la cause, ça vous montre un petit peu à quoi ressemble cet ensemble plus précisément, pourquoi pas. Mais je pense que pour montrer que c'est non connexe par A, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais bon, ça va vous expliquer pourquoi je vais essayer de faire une construction. Donc là, la construction que je vais proposer, c'est la suivante. Je vais supposer, puisque là vous avez l'adhérence en entier, je vais supposer que alors c'est peut-être un peu compliqué à voir là avec tout ce que j'ai déjà dessiné. Donc je vais essayer de le faire encore une fois avec une autre couleur. Donc je vais supposer qu'il existe un chemin qui va partir de 0, 0 et qui va arriver vers, je sais pas, peut-être si je veux être correct, il faudrait que ce soit là. Et donc il va arriver jusqu'ici, en essayant d'être correct. Donc par exemple, ça peut être 1 sinus de 1. Okay. Donc je vais supposer qu'il existe un chemin continu qui ne sort pas de A, d'accord, et qui va de 0, 0 pour arriver à 1 sinus de 1. Et je vais mettre une contradiction, enfin je vais émettre une contradiction par rapport à cette hypothèse. Donc supposons qu'il existe donc gamma qui va de 0,1 vers R2. Là, je vais l'écrire comme ça vers R2, comme j'aurais pu l'écrire avant, hein, je l'ai déjà dit tantôt aussi. Donc j'aurais pu l'écrire avant en disant je prends un élément, je prends un chemin tel que ce chemin, toutes les valeurs du chemin sont incluses dans ce que je veux, d'accord. Mais là vous allez peut-être mieux comprendre ce que je vais faire grâce à la structure, là maintenant que vous connaissez bien la structure de ce qu'est mon ensemble A. Donc je prends une fonction gamma telle que, donc continue, telle que gamma de 0 c'est 0, 0, gamma de 1 c'est 1 sinus de 1. Et je vais demander une petite propriété qui ne coûte pas cher hein, finalement, parce que bon, on n'est pas... Maintenant qu'on a fait le calcul de l'adhérence, ça va être beaucoup plus compréhensible ce que je vais faire. Donc ce que je vais dire ici, c'est que je vais dire que gamma de t s'écrit U de t, V de t, et que si U de t est non nul, alors V de t, je peux l'écrire en fonction de U de t. D'accord? Donc ce que je vais dire ici, c'est que gamma de t, plus précisément, va s'écrire
Et en fait, c'est un peu une conséquence de ce calcul. Hein. Donc je pense finalement, c'est peut-être... Ouais, avec le recul, je me dis que c'est peut-être très important de faire ce calcul. Donc j'ai probablement bien fait d'avoir fait ce calcul. Donc, gamma de t, donc je vais supposer qu'il s'écrit u de t, v de t. Bon, même si... Ouais. Je suis pas entièrement sûr que j'avais vraiment besoin de ce calcul parce que je me dis, bon, en gros, je veux faire le lien entre ce qui est dans l'adhérence et ce qui est dans les éléments là-dedans. Donc là, j'aurais juste 0, 0. J'essaie juste de me convaincre, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le calcul avant ou pas? Je pense pas. Mais bon, ça peut être... ouais. Je pense que j'aurais juste au moins besoin de montrer que ça est inclus dans A. Peut-être que j'ai au moins besoin de montrer ça. Mais après, pour le reste, j'ai peut-être pas... ouais. Bon, je pense que ça justifie quand même pas mal la construction du gamma de t que je propose ici. Donc si je prends gamma de t qui s'écrit comme ça, et ça montre que n'importe quel gamma de t s'écrit comme ça, hein, d'accord? Donc si je prends un gamma de t qui s'écrit comme ça, hein, puisque bon, bah, c'est la définition, hein, et bien ce que j'affirme, c'est que si u de t est non nul, alors v de t s'écrit sinus de 1 sur u de t. C'est ça que je vais dire. U de t. Ouais, alors peut-être que j'aurais besoin, je sais pas. Bon, bref, je vais arrêter de discuter de ça, j'avance. Donc si u de t est non nul, alors v de t s'écrit sinus de 1 sur u de t. Ok. Et puis, je vais pas faire n'importe quoi, parce que là, bon, si je veux essayer de dessiner un chemin qui va de lui vers lui, ok, il y a forcément un moment... A priori, il y a forcément un moment où je vais décoller de ce truc vert là, de cette adhérence. Il y a forcément un moment où je vais décoller de ce truc vert. Et si je décolle de ce truc vert, on a dit qu'on était sur la courbe jaune. Alors bah, on peut essayer de déterminer le dernier moment où on décolle de cette partie verte. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais poser, donc posons T0 comme étant le sup des T, donc dans 0, 1, tel que bah, je veux que u de t soit nul. Ouais, c'est ça. Donc je veux le sup tel que u de t soit nul. Voilà. Donc je prends la valeur, la dernière valeur de t. Là je cherche la dernière valeur de t telle que je suis dans cette partie verte. Et là, quand je dis je cherche la dernière valeur, je dis que je parle bien d'un sup. Mais il se trouve que ce sup c'est un max. Alors pourquoi ce sup est un max? C'est parce que la fonction u est continue. Comme la fonction u est continue, u de t0 vaut 0. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que u de t0 est non nul, puisque bon, bah, si c'est le sup dt tel que ceci vaut 0, ok, bah, ça veut dire que soit on a un ensemble juste à côté de t0 ou dans lequel la fonction u de t est nulle, ce qui n'est pas impossible, ou alors, bah, ce qui pourrait se passer, c'est qu'à un moment donné, u de t vaut 0 et repart, mais si ce moment-là, u de t vaut 0 et repart, donc c'est-à-dire que c'est un point isolé, bon bah là le sup est bien un max, hein, par continuité, je ne peux pas dire que le sup c'est pas égal à cette valeur-là. Donc soit c'est un point isolé, mais si c'est un point isolé, c'est automatiquement que u de t0 égale 0, hein, donc le sup c'est automatiquement un max. Si c'est pas un point isolé, qu'on a affaire à une partie, un segment, hein, dans lequel u de t vaut 0, eh bien automatiquement par continuité, en faisant une limite à gauche ou une limite à droite, donc là en l'occurrence c'est une limite à gauche, si je ne dis pas de bêtises, on a que u de t0 vaut 0. Voilà. Ça c'est une première chose. Donc là j'ai pris quelques notes juste pour être sûr de ne pas louper un argument important. Le deuxième truc important, c'est que je vais utiliser le fait que v donc je vais utiliser le fait que v est continu. Alors en utilisant le fait que v est continu, comme t0 c'est le moment où je commence à décoller, à ce moment-là, je dois avoir un v de t0 qui vaut une certaine valeur. Alors pas forcément par rapport à la fonction, mais je sais que ça doit valoir une certaine valeur, peu importe ce que ça vaut. Donc je vais poser a égale à v de t0. Donc ça veut dire que là je suis quelque part dans le truc vert, là, je sais pas où exactement, mais je suis là, peut-être là, j'en sais rien, ouais, disons, allez hop. Disons que je suis là. Ok. Donc ça serait t0. Donc ça serait 0. Donc là c'est le dernier t où je suis encore sur cette partie verte. Ou peut-être que je suis parti puis je suis revenu, hein, c'est pas impossible.
mais en tout cas, c'est un des derniers passages que j'ai fait là-dedans, et puis je vais supposer que je suis à un abscisse A. Ok, donc j'écris ça. Ok. Eh bien, par continuité, on peut affirmer la chose suivante. Il existe un epsilon. Donc, encore une fois, c'est la continuité de V qui va tout faire, hein, parce que là, je vous rappelle que gamma est une fonction continue, donc U et V doivent être des fonctions continues, sinon ça ne marcherait pas. Donc, il existe un epsilon tel que pour tout t compris entre t0 et t0 plus epsilon, eh bien, il faudrait que la distance entre V de t, donc la distance entre V de t et A, est plus petite que 1,5. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un écart. Alors c'est vrai que normalement, je ne devrais pas l'appeler epsilon, en général, on l'appelle plutôt eta. Donc je vais peut-être l'appeler eta, juste pour que ça colle avec... parce que je me dis epsilon... En le préparant, j'ai écrit epsilon, mais je pense que c'est mieux d'écrire eta. Donc, parce que là, vraiment, c'est l'idée de la continuité. Pour tout epsilon, il existe un état tel que ceci, d'accord, implique ceci. Et donc là, le epsilon que j'aurais choisi, c'est 1,5. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment l'analogie avec la continuité. Donc, la continuité me permet de dire ça. Et j'ai choisi 1,5, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard, du tout. D'accord. J'ai choisi 1,5, c'est pas au hasard, parce qu'on va amener à une contradiction par rapport à ce 1,5. Bon. Alors maintenant, je vais effacer un petit peu ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant. Bon, je ne vais pas tout effacer, je vais garder quand même ça pour l'instant. Et je veux garder le dessin, hein, comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe aussi. Donc le point suivant, c'est de remarquer que bon, U de t0 plus epsilon est non nul. Donc on sait que U de t0, alors pas plus epsilon du coup, c'est plus eta. On sait que U de t0 plus eta est non nul. Par conséquent, je sais qu'il existe un entier n tel que une certaine valeur que je ne vais pas choisir au hasard, encore une fois grâce en jouant encore avec des histoires de sinus et de cosinus, enfin des histoires de sinus tout court, je ne vais pas le choisir au hasard avec cette idée encore de faire 1 sur 2 npi quelque chose, d'accord? Donc ce que je vais faire c'est ça, je vais dire il existe un entier n appartenant aux entiers naturels tel que, eh bien je peux écrire 1 sur 2 npi moins pi sur 2, je vais dire que ça c'est inférieur à U T0 plus eta. Donc je sais qu'il existe un n tel que ceci, puisque quand n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 0. Donc pas de problème, si j'ai un truc qui tend vers 0 et un truc strictement positif, il y a forcément un moment où je vais être plus petit que ce truc strictement positif. Ok. Par conséquent, en utilisant le TVI, parce que là, je sais que U de T0 vaut 0, hein, je vous rappelle que je sais que U de T0 vaut 0, je peux utiliser le TVI, U de T0 vaut 0, je peux utiliser le TVI pour dire qu'il existe T1 et T2 dans l'intervalle T0 plus eta, tel que, alors encore une fois, je vais effacer un tout petit peu, tel que, eh bien, U de T1 vaut 1 sur 2 npi plus pi sur 2. Hein, vous remarquerez que si je mets plus pi sur 2 à la place de moins pi sur 2, j'ai bien un truc plus petit que ce qu'il y a ici. Donc tout va bien. Et U de T2 vaut exactement celui qui est ici, donc 1 sur 2 npi moins pi sur 2. Ok, très bien. Bon, puis là, ces deux valeurs de U sont différentes de 0. Hein. Ces deux valeurs de U sont différentes de 0. Et donc, ça veut dire que le V, je peux le calculer. V de T1, c'est donc nécessairement sinus de 1 sur U de T1, c'est-à-dire 1 sur 2 npi plus pi sur 2. Et le sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Et puis V de T2, pareil, je sais que ça vaut moins 1. Par le TVI, je peux donc atteindre n'importe quelle valeur, donc je peux donc atteindre, n'importe quelle valeur, compris entre moins 1 et 1. Je ne vais pas effacer ce truc-là, parce que ça, je pense que c'est important. Donc, ça implique que pour tout B, dans moins 1, 1, pour tout B dans moins 1, 1, il existe
je sais pas, je vais peut-être l'appeler réappeler θ. Donc il existe θ entre T1 et T2, donc c'est-à-dire entre T0 et T0 plus eta. Donc T0, T0 et T0 plus θ, eta, je peux les mettre en intervalle ouvert, donc T0 plus eta, tel que, V de θ est égal à B. Donc peu importe la valeur de B que je choisis, je peux faire en sorte que cela arrive. Bon bah très bien, alors A étant une valeur comprise entre -1 et 1, je suis sûr que je peux choisir une valeur de B telle que la distance entre A et B est plus grande que 1,5. Et voilà ma contradiction. Donc, il existe B dans -1 tel que B moins A est plus grand que 1,5, plus grand strict si je veux. Donc plus grand que 1,5. Pourquoi? Parce que je sais déjà que A est compris entre -1 et 1, B est compris entre -1 et 1, donc je pense que c'est assez évident que si je découpe, enfin je peux essayer de découper mon ensemble en différents intervalles, donc notamment je pourrais dire, ouais, je vais peut-être pas faire comme ça, mais je pense que c'est assez évident que si je fixe A, je peux choisir B de façon à ce que la distance soit supérieure à 1,5. Donc bon, si A vaut 0, je prends un truc en dessous ou un truc au-dessus, peu importe. Si je suis trop près de -1, je prends un truc au-dessus. Si je suis trop près de 1, je prends un truc en dessous. Bon, je pense que c'est assez évident, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Donc il existe un B tel que ceci, ce qui amène à une contradiction, puisque du coup j'ai un θ qui est compris entre T0 et T0 plus eta, et tel que la distance entre les deux est inférieure à 1,5. Voilà, donc, contradiction. Je vais écrire directement contradiction. Vous avez compris ce qui se passe, à mon avis. Donc voilà. Et voilà qui clôt la preuve de ce joli résultat que cet ensemble-là est un ensemble connexe, mais pas connexe par arc. Donc là, on vient de contredire la continuité de gamma, puisque bon, bah, là, si on utilisait la continuité de gamma, on voit qu'il y a une contradiction entre ce qui se passerait avec le TVI. Bah, en fait, vous voyez que le TVI, je l'ai utilisé normalement à 2 reprises. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai utilisé à 2 reprises. D'une part pour U, d'autre part pour V. Je l'ai même utilisé peut-être... Non, 2 ou 3 fois, peut-être 3 fois. Mais je l'ai utilisé quand même à plusieurs reprises pour amener à la contradiction que je voulais. Donc voilà, comme quoi... bon voilà. Puis je voulais essayer de garder ce dessin-là, vraiment pour que vous voyez ce qui se passe un peu, et que vous vous amusiez peut-être à faire des dessins. Donc voilà, ça permet vraiment... Donc bon, là, en y réfléchissant encore, je pense que finalement, c'était quand même une bonne idée de calculer cet ensemble-là. Parce que là, vous comprenez vraiment pourquoi, en effet, je veux imposer que si U de t est différent de 0, alors V de t s'écrit en fonction de U de t. Parce que j'ai pas trop le choix. Si je suis en dehors de cet intervalle-là, je suis automatiquement dans le graphe. C'est ça que ça veut dire. Donc je pense que c'était finalement une bonne idée de calculer cet ensemble-là avant de faire les calculs. Bon, un peu long ce petit exo de colle, mais j'espère que ça vous a plu, que ça a donné un peu d'intérêt à tout ça, à cette chose, que j'ai donc donné comme idée en pêle-mêle, et donc là vous voyez vraiment une preuve propre de la chose. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo spécifiquement. Et puis bon, n'hésitez pas à vous abonner, la clochette, etc. Bon, blabla habituel. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!